Bénédicte Perraté. Vous Bonsoir. avez 27 ans, vous êtes maman de Noah, un garçon qui a aujourd'hui 12 ans. Vous êtes tombée enceinte quand vous aviez 15 ans. Vous étiez à l'époque en 3e, au collège. Vous nous raconterez votre histoire. À vos côtés, donc, votre papa, Denis. Bonsoir, Denis. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez voulu témoigner, comme vous avez voulu témoigner dans un livre que vous avez écrit, Mère adolescente, confidence d'un père à propos de sa fille. Vous allez nous expliquer comment vous l'avez accompagnée, soutenue avec votre épouse, comment votre vie aussi a été, j'imagine, totalement transformée par ce petit bout de chou qui arrivait alors que votre fille n'avait que 15 ans. Léa Seb, bonsoir Léa. Bonsoir. Vous venez d'Albi ? Oui. Petit accent, c'est pour ça que je le dis, le petit accent du sud-ouest. Ça un peu, oui. Vous êtes étudiante en droit, vous avez 19 ans, vous êtes tombée enceinte quand vous étiez en première littéraire. Mathis a aujourd'hui 3 ans. Vous avez décidé, malgré tout, de poursuivre vos études. On va parler de votre vie aujourd'hui, de votre vie de maman, d'étudiante, de jeune femme, comment vous vous construisez. Véronique Seyé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coprésidente du planning familial. On sait, c'est un mouvement qui a aujourd'hui 60 ans. 60 ans aujourd'hui. Exactement, et qui lutte pour le droit à la contraception, à l'avortement, au droit finalement de choisir sa vie quand on est une femme. J'imagine que ce film vous a interpellé, on en parlera. Marie-Laure Brival. Bonsoir, vous êtes gynécologue, obstétricienne, chef de service à la maternité des Lilas à Paris. 25 ans d'expérience, vous avez vu des jeunes filles enceintes, adolescentes et enceintes. Vous nous direz comment on peut les accompagner, comment aussi on peut donner des conseils aux parents, et puis comment on parle aussi d'éducation sexuelle à nos enfants, parce que voilà, c'est une question que nous, parents, on se pose tous. Et puis à vos côtés, Claude Lefebvre-Jourde. Alors moi, j'ai envie de vous appeler Dom. Dom, c'est la jeune femme rousse qu'on voit dans le film. C'est la surveillante, sa personnage central, avec Sandrine Bonner qui joue à la directrice un peu revache. Mais Dom, ça c'est vous, excepté les cheveux roux. Vous aviez 23 ans quand vous arrivez dans cet internat. Vous êtes un pion, quelque part. Vous êtes surveillante, c'est ça? Oui, oui. Ben, c'est simple. L'éducation nationale n'acceptait pas que les jeunes filles que les jeunes filles enceintes restent dans le cadre du collège ou du lycée, et donc les renvoyer. Et il y avait 2 collèges, l'un qui était donc au Plessis-Robinson et l'autre dans le sud-ouest de la France, à Talancé. Mais, près de Bordeaux. Près de Bordeaux, mais ça faisait très peu de place par rapport au nombre de jeunes filles enceintes qui, donc, pour la plupart, étaient obligées d'interrompre complètement leurs études. Voilà. Ça veut dire qu'elles étaient exclues de tous les autres collèges ou de tous les autres établissements. Et pour celles qui avaient de la chance ou pas de chance, vous nous le direz d'ailleurs, elles étaient accueillies dans ces établissements, les 2 en France. Exactement. Qui, bien évidemment, étaient du coup des internats, puisqu'elles elles y restaient jusqu'au moment où elles sentaient qu'elles allaient accoucher. Donc, elles partaient pour ne plus revenir. Ce qui était assez cruel, d'ailleurs, Pour ne plus revenir, vous nous parlerez justement de ces mois qu'elle passait à vos côtés. Quand vous arrivez là, vous avez 23 ans, vous êtes une jeune femme libre, on le voit, c'est bien dans ce... Enfin, c'est-à-dire que C'était un peu vous quand même. Oui, vous étiez déjà un peu une militante, une femme... Oui, je m'y retrouve, dans beaucoup d'éléments, disons. Qu'est-ce que vous découvrez? Est-ce que vous savez que c'est un internat qui accueille des jeunes filles enceintes qui vivent un peu recluses finalement dans cet établissement? Pas du tout. On m'a envoyé donc au Plessis-Robinson, tout près de Paris. Et là, j'ai donc découvert que ces jeunes filles étaient enceintes. Et évidemment, ça m'a énormément surprise. Et comme on m'a proposé une place d'internat, il y avait quand même une grande responsabilité. C'est que nous étions seulement 2 jeunes qui n'avaient aucune connaissance médicale et qui avaient en charge, qui avaient à garder une trentaine je pourrais presque dire d'enfants ou de jeunes filles, parce que il y avait les plus jeunes avaient quel âge quand 13 vous y ans, étiez? 13 ans, et pour moi 13 ans, c'est une enfant. Donc de toutes jeunes filles, je vais dire, de ces toutes jeunes filles, et d'en être responsable alors que nous n'avions aucune connaissance médicale. Et c'était évidemment, c'est ce qui m'a beaucoup frappée, et c'est la raison pour laquelle je suis retournée au rectorat, que j'ai demandé à voir le responsable, auquel j'ai expliqué la situation en disant que c'était quand même très grave. Bon, en même temps, j'essayais un peu la branche sur laquelle j'étais assise. Parce que c'était votre job en même temps. Puisque du coup, évidemment, cela posait, je voulais dire, je ne suis pas capable finalement d'assumer en cas de problème. Et j'explique, et la réponse, ça a été dehors. Alors, j'étais stupéfaite. En gros, on ne veut pas en entendre parler, c'est ce que vous voulez dire? Me répondre un seul mot, dehors.
Ma réaction a été très forte, comme vous pouvez l'imaginer, par rapport à cette personne. J'ai pensé que je serais renvoyée. Je n'ai pas été, donc à ce moment-là, j'ai continué mon travail. Et vous êtes devenue la confidente, en quelque sorte, de ces filles? Oui, bien sûr, il fallait faire preuve d'une grande gentillesse, bien évidemment, parce que leur situation était quand même très dure, extrêmement dure. Qu'est-ce qui était dur dans leur... Tout était dur, tout était dur. C'est-à-dire que il y avait beaucoup de jeunes filles violées. Heureusement, il y avait quand même celles qui avaient un petit ami. Comme Marie-France, personnage qu'on voit, cette jeune fille blonde qui a son petit ami. Exactement. D'ailleurs, le film de Bénédicte le montre bien. D'un côté, il y a le personnage de Marie-France, et de l'autre, il y a le personnage de ces jeunes filles violées, qui, malgré tout, malheureusement, était la majorité de ces cas. Donc, il y avait vraiment des humiliations. Quelle image on leur renvoyait à ces filles dans cet internat? Moi, je trouve que le mot humiliation est très juste. Parce que finalement, il n'y avait pas... Bien sûr que dans les gens qui travaillaient là-bas, il y avait une certaine gentillesse quand même, de la part des personnes qui travaillaient, de la part de celles qui leur donnaient un semblant de formation, etc. Mais c'était quand même... C'était quand même l'humiliation et le mépris, je dirais. L'humiliation et le mépris. Et la solitude? Oui, la solitude également, la solitude. Mais entre elles, je n'ai jamais remarqué, en 1 an et demi quand même, je n'ai jamais remarqué de dispute. Ça a été quand même harmonieux. Elles se soutenaient, mais il y avait bien évidemment cette échéance avec, vous imaginez, ce ventre qui grossissait, et le fait de savoir, bon, qu'elles allaient partir après. Et quand elles partaient, bon, je suis surveillante d'internat, et j'ai eu un certain nombre, bien évidemment, de départs à assumer, où elle partait seule avec une ambulance qui était appelée. Alors, ce que j'avais fait, ce que j'avais décidé, c'est que c'était de les accompagner. C'était complètement illégal, d'ailleurs. Je les accompagnais en me disant que c'était quand même moins dur de franchir cette porte comme ça et d'aller vers l'inconnu, vers un inconnu qui représentait quelque chose de terrifiant quelque part quand même. Bien sûr. Et donc, ma collègue était prévenue. Je partais et il nous arrivait parfois certaines surprises très désagréables, c'est-à-dire que l'hôpital où la jeune fille devait accoucher nous refusait en nous disant il n'y a pas de place. Il n'y avait réellement pas de place ou ça gênait finalement? Non, c'était pas un cynisme jusqu'à ce point-là, mais tout était tellement mal organisé sur le plan médical qu'il m'est arrivé, par exemple, c'était à Baudeloc, donc Port-Royal, de nous dire non, il n'y a plus de place. Alors à ce moment-là, il m'est arrivé, avec la toute jeune femme présente, d'aller jusque dans 3 hôpitaux avant d'accepter qu'il y ait une place. Vous imaginez l'angoisse ressentie par la jeune fille. Et ce qui me frappait souvent, c'est ça, c'est l'accueil. L'accueil était froid, était maussade, était même méprisant parfois. Il n'y avait pas un regard de bonté, c'était très rare. Il n'y avait pas de gestes de bienveillance. Il n'y en avait pas non plus dans la vie civile, si j'ose dire également. Mais ça, on y reviendra peut-être quand elles étaient là-bas au Plessis. Mais dans le lieu hospitalier, c'est également le cas. Pourquoi, c'est ça qui est un problème, pourquoi l'étonnement à voir ces tout jeunes visages et ces gros ventres se traduisait par une forme de mépris? Le mépris, justement, vous faisiez allusion, c'était dans leur vie quotidienne, quand elles sortaient de l'institution. Oui. On va revoir un extrait du film, justement, de cette fiction qui montre bien le regard de cette société des années 70 sur ces toutes jeunes filles enceintes. Nous sommes les filles du Plessis. Nous sommes les filles du Plessis. Violées, pourquoi nous juger? Violées, pourquoi nous juger? Violées, pourquoi nous condamner? Violées, pourquoi nous condamner? On veut la liberté. On veut étudier. On veut la liberté. On veut étudier. Nous sommes les filles du Plessis. 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 Nous sommes les filles du Plessis.
Voilà, image très parlante de cette femme qui applaudit, qui soutient, et son mari qui lui dit « mets-toi du côté un petit peu ». C'est ça aussi, cette société des années 70. Vous l'avez ressenti à travers l'institution du Plessis? Ah oui, j'ai ressenti, et ça je ne comprenais pas quand elle sortait, et parfois je les accompagnais, mettons, hein, mais... Elle sortait comme ça en blouse rose? Non, heureusement pas. Non, heureusement pas. Non. Et elle sortait en groupe, me disiez-vous. Oui, et ça, c'était pas plus mal. Hein, remarquez, elle sortait par 4. Si jamais il était arrivé quelque chose, il valait mieux qu'elle soit 3 ou 4. Et bon, la décision avait été prise officiellement, je ne sais pas, qu'elle sorte par 4, mais jamais en groupe, heureusement. Heureusement. Est-ce qu'elle savait comment se déroulait un accouchement? Est-ce qu'elle s'était préparée? Est-ce que vous leur donniez des cours d'accouchement comme une sage-femme pour préparer une femme? Il y avait un personnel médical, quand même, qui venait assez régulièrement et qui leur montrait un film qui décrivait un accouchement, bien évidemment. Et donc, de façon très clinique, c'est ça? Oui, de façon très clinique. Et ce n'était pas, à mon avis, ça devait être quand même très brutal pour elle de voir comme ça un accouchement en se disant, bon, ben, je vais y passer moi aussi, finalement. C'était ça un peu pour elle. Et pas de perspective non plus, parce qu'on le voit aussi dans ce film, les cours, finalement, certaines étaient lycéennes, elles devaient arrêter leurs études. Ça veut dire pas de perspective derrière? Eh bien, donc c'était un collège. Hein. Donc ce collège d'enseignement technique, à la fois recevait des collégiennes et également des lycéennes. Et effectivement, tout le monde était mis au même diapason. C'est-à-dire que c'était pas grand-chose, c'était apprendre à taper à la machine, à l'époque, hein, il ne faut pas oublier que c'était il y a 40 ans, donc apprendre à taper à la machine. Il y avait des cours, bien sûr, de puériculture, de couture, de ménage. Être une mère au foyer parfaite. Être mère au foyer, je me souviens aussi comment traiter son budget. Ça, c'était également la chose. Ça peut être utile, mais ce n'est pas toute la vie. Voilà. Alors, il y a un point aussi que je voulais souligner quand je parlais de cette forme de dureté et de mépris, c'est qu'une fois, j'avais vu, parce qu'il y avait quand même aussi un monde de psy qui entourait parfois, et une fois, sur un dossier d'une jeune fille de 14 ans qui avait été violée, j'ai lu l'appréciation du ou de la psy, je ne sais, masochiste. Je me suis dit, quand même. Doublement victime. Doublement victime. L'éternelle histoire des victimes qui sont coupables. Alors vous, effectivement, vous prenez fait et cause pour ces filles. Vous allez alerter la presse. D'ailleurs, vous en avez fait un documentaire qui est très joli, que vous avez réalisé dans les années 72, hein, c'est ça, en 72, Les enfants du gouvernement. Oui. On va en voir un extrait donc, de ces images qui datent de 72. Vous rencontrez ces jeunes filles quand elles sont en grève de la faim et elles témoignent pour avoir le droit de choisir tout simplement leur vie. On va regarder un extrait. Juste une chose, ce n'est pas que je la rencontre. J'étais là au moment de la grève, donc je les filme au moment de la grève. À un certain moment de la grève. Et voici leurs paroles. À ce moment-là, nous sommes en 72. On reste ici comme quelques mois, après on se retrouve dehors. Et comme les filles qui sont renvoyées de chez elles, qui sont renvoyées des lycées, où voulez-vous qu'elle aille? On va quand même poser ce problème. On peut le garder quand même un mois dans une maison de repos, mais après, il faut bien aller quelque part. Nous promène l'hôtel maternel, mais on n'a même pas le règlement encore. On n'a même pas le règlement, on n'a rien. Je crois pas que je serai libre. Hein. Voir le règlement de tous les hôtels maternels, ils sont tous pareils, ils sont encore pires que le nôtre. Enfin. Vraiment, on est regardé comme si on était une petite fille de rien. On est dans les magasins, on nous insulte, on nous suit. On peut vraiment pas faire tout ce qu'on veut. Et quand même, c'est un inconvénient pour nous dans la vie, parce que c'est pas parce qu'on est enceinte qu'on doit être marqué toute la vie. C'est pas une catastrophe d'être enceinte, c'est pas une maladie. Et c'est normal. Voilà, on souriait tous en entendant ces expressions. Être enceinte, c'est pas une maladie, ça paraît une évidence aujourd'hui, mais visiblement dans les années 70, c'était pas si évident que ça. Qu'est-ce qui a déclenché la révolte? C'est la directrice qu'on a vue impitoyable, incarnée par Sandrine Bonner dans le film. Disons que c'était vraiment un ensemble de choses. C'était aussi le fait que la société se transformait. N'oublions pas que nous étions dans les années 70. Il y avait aussi le fait que j'avais beaucoup insisté auprès de la presse, auprès des médias, pour dénoncer cet état cette situation. Malheureusement, ça n'a
pas bien marché. Là aussi, il y a eu du mépris. Hein. Et j'ai eu une très grande chance. J'ai rencontré Delphine Seyrig, donc cette comédienne qui était formidable et qui a joué un rôle essentiel, qui m'a beaucoup aidée et qui m'a fait connaître les femmes du MLF et puis qui a fait venir aussi Simone de Beauvoir. Alors là, Simone de Beauvoir, c'était l'icône des femmes. Voilà. Et elle vous a aidé quelque part à plaider cette cause. Ah oui, tout à fait. Face à vous, vous aviez une directrice qui a résisté jusqu'au bout, incarnée par Sandrine Bonner. Tout à fait, et très maladroitement, avec des interdits, interdiction de sortir, interdiction de télévision, etc. Interdiction de... Elle a essayé de retenir et de faire en sorte que ce monde figé ne bouge pas et que les choses n'évoluent pas. Tout à fait. Je me tourne vers vous, Bénédicte et Léa, toutes les deux. Merci d'être là. Vous êtes toutes les deux de très jeunes mamans. On va raconter votre histoire. Vous l'avez senti, on disait le mépris, vous n'étiez pas dans la norme tout à fait, parce que vous avez votre bébé à 15 ans. Oui. Vous l'avez senti, ça? Oui, je l'ai senti. Je l'ai senti. C'était quoi ce regard sur vous? C'était du questionnement aussi, je pense, de ne pas être dans la norme, on dira. Vous avez 15 ans, vous êtes en 3e et vous avez découvert que vous étiez enceinte. Comment et à quel moment de votre grossesse? Alors, donc en fait, j'ai fait un déni de grossesse. Donc déjà, c'est quelque chose qui est naturel, en fait, qu'on ne contrôle pas. Et ça ne se décide pas, en fait. C'est automatique dans la tête, donc ça ne se décide pas. C'est en fait ne pas admettre qu'on est enceinte, ne pas admettre la situation. Pendant combien de temps? Vous avez ignoré que vous étiez enceinte alors que vous l'étiez? Oui, jusqu'à mes 6 mois de grossesse. Mais vous n'aviez plus vos règles, enfin, a priori, quand on est enceinte. Au début, je les ai eues. Ensuite, je ne les ai plus eues. Et après, bien sûr, en fait, à partir d'un moment, je me suis bien rendu compte que j'étais enceinte. Mais mon cerveau me disait que non, je voulais pas le savoir, en fait. Et comment vous l'avez su, alors, à un moment donné? Parce que le bébé bouge dans le ventre. Donc, du coup, on comprend, quoi. C'est la nature. C'est naturel. Alors, au bout de 6 mois, vous dites, bon, j'ai mon bébé qui bouge, je suis bien enceinte. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Vous le dites tout de suite à quelqu'un, au père? Enfin, vous saviez qui était le papa? En fait, mon déni de grossesse, je l'ai fait avant mes 6 mois, vers les 4 mois. Et donc ensuite, après, pendant toute cette période, je me suis dit que j'étais enceinte, mais que, en fait, j'avais pas d'issue, que je ne savais pas comment faire. Et que voilà, je me sentais seule, que j'avais pas, vraiment pas d'issue, quoi. Donc. Et le papa, vous n'aviez pas de contact avec lui? Non, pas de contact depuis l'été qui précédait la grossesse. Donc j'étais en internat en plus à cette époque, donc je rentrais chez moi que le week-end. Et donc oui, ça a été assez dur à vivre. Ouais. Et après, comment vous en êtes arrivé à en parler à vos parents? À qui vous l'avez d'abord dit? À votre papa, à votre maman? D'abord à ma maman, voilà. Donc, pourquoi? Parce que vous disiez qu'elle pouvait plus comprendre? Non, c'est que je revenais de chez une amie, en fait, avec qui j'avais annoncé la grossesse. Et donc à ce moment-là, j'ai décidé en fait de l'annoncer à mes parents. Et quand je suis arrivée chez moi, il y avait déjà ma maman. Donc c'est à elle que j'ai parlé en premier. J'imagine que c'est angoissant de devoir dire à sa maman qu'on est enceinte, non? Oui, très. C'est assez dur, oui. On prend des chemins de traverse pour le dire? Non, ça a été très rapide et très direct. Je lui ai dit, maman, il faut que je te dise quelque chose. Elle m'a dit, t'es enceinte? Je lui ai dit oui. L'instinct maternel. Voilà, c'est ça. Et comment elle l'a pris? Elle a su que je voulais lui parler de quelque chose d'assez grave. Elle a compris tout de suite. Vous n'étiez qu'en 3e. J'imagine que c'est déroutant pour une maman. Bien sûr, bien sûr. Elle vous l'a dit que c'était déroutant? Qu'elle était... Oui. Enfin, pas sur le coup, mais par la suite, oui, on en a beaucoup parlé. Et votre papa, comment vous lui avez annoncé? Mon papa est arrivé 5 minutes après, en fait, dans la pièce. Et donc, on lui a dit, ma maman lui a dit, ta fille a quelque chose à te dire, je suis enceinte. Voilà, on lui a dit comme ça. Comme ça, brutalement. J'imagine que c'est... De toute façon, on ne peut pas passer par 50 chemins. Je veux dire, c'est... On se sent seul quand on doit annoncer ça, j'imagine. Ou ça vous a fait du bien tout à coup de le dire? Non, ça m'a fait du bien. Ça m'a délivré de ça. De ça?
Denis, comment vous l'avez reçu, ce secret qu'elle tenait finalement depuis des mois? Déjà, préciser que je crois, à la base, je croyais pas vraiment. J'avais déjà entendu parler du déni de grossesse partiel ou complet, enfin total. Je me disais, quels parents indignes quand même, incapables de voir que leur fille est enceinte. Et c'est là où j'ai compris que c'était vrai que on pouvait totalement masquer sa grossesse. Et quand elle nous l'a annoncé, oui, c'est vrai qu'elle n'a pas pris de détour. C'est-à-dire, je vois pas trop comment on pourrait prendre un détour pour annoncer ça. Donc elle nous l'a dit directement. Et moi, je l'ai perçu comme un appel un peu au secours, en disant si j'ai besoin de vous, enfin, c'est comme ça que je l'ai perçu. Donc j'ai tendu la main tout de suite. Enfin, je ne me suis pas posé 50 questions. Vous dites, d'ailleurs, dans votre livre, j'ai répliqué du tac au tac à l'instinct. En gros, je suis là, à l'instinct du tac au tac. Voilà, le mot est bien choisi, c'est de l'instinctif, mais l'instinctif dans le bon sens, en tant que père, bien sûr, en me disant, tu peux compter sur nous. Et donc, je pense j'avais envie d'une belle histoire, d'un seul coup. Et donc, comme elle était déjà son 6e mois, on n'a pas hésité à prendre les moyens pour que ça se passe bien, pour qu'elle soit heureuse, elle et l'enfant à venir. Et en gros, vous préparez tout. Dans votre livre, vous racontez, vous chamboulez l'appartement pour qu'elle puisse s'installer avec ce bébé qui va arriver. C'est toute votre vie, finalement, qui est chamboulée. Oui. Alors ça, par contre, c'est un point important à préciser. C'est vrai que l'annonce, l'arrivée soudaine de votre fille de 15 ans qui tombe enceinte avec l'enfant qui va arriver dans les 3 mois, etc., ou même un peu plus tard. Mais en tout cas, c'est quand même un gros bouleversement dans la famille. Je pense que chez les parents, je pense que c'est pas facile à accepter. Parce qu'on a une fille de 15 ans, donc c'était l'aînée. Donc on se disait, bon, c'est bien, elle est bien partie, etc., etc. Et on arrive au bout d'un chemin. Et là, d'un seul coup, ça casse tout le cheminement des parents, le nôtre. Tous les repères. Tous les repères, en disant, oula, on recommence tout, qu'est-ce qu'on fait? Et on devient grands-parents, de fait. Et voilà. Et puis en plus, c'est votre fille qui est adolescente à 15 ans. À 15 ans, on la voit toujours comme sa petite fille. Mais maintenant, j'ai toujours une tendance à la voir comme ma petite fille. Vous aviez quel âge? 45 ans? Oui, voilà. Et donc, à 45 ans, on se dit, tiens, on a envie un peu plus de calme, peut-être, je sais pas. C'était pas... Et là, c'est loupé. Bénédicte, ça met de la vie, vous me direz. Vous nous raconterez comment ça se passe. Léa, je vais tourner vers vous. Vous êtes tombée enceinte à l'âge de 16 ans. Vous étiez en première. Tout allait bien. Est-ce que vous reconnaissez dans l'histoire de Bénédicte? En fait, pas totalement, parce que moi, en fait, c'est ma mère qui trouvait que j'avais un peu grossi, donc qui a décidé de faire une prise de sang. Ça, c'est vous. Vous étiez enceinte de... Mais là, de 5 mois et demi, en fait. Ouais, d'autres enceintes de 5 mois et demi, on a quelques souvenirs d'être un peu plus. Donc, effectivement, c'est quand même dur de voir. Mais maman a vu. Votre maman a vu. Elle avait vu que j'avais un petit peu grossi. Donc, en fait, au final, c'est elle qui m'a annoncé en fait, que j'étais enceinte. Il n'y avait rien qui vous disait, je suis enceinte, quelque chose qui se passe dans mon corps? Rien du tout. C'est pour ça qu'en fait, après, 2 semaines après, j'ai commencé à avoir un ventre normal, quoi. Du moment où on avait mis le mot, tu es enceinte, à partir de là, quelque 2 semaines après, quand même. Mais après, il y a tout qui change, en fait. Bon, déjà, le ventre s'arrondit. Puis après, j'ai commencé à sentir, en fait, mon fils. C'est vrai que c'est des sensations toutes drôles. Après, on commence, le matin, quand je déjeunais pas, je commence à me sentir mal. C'est des réactions, je pense, de femme enceinte normales. Marie-Laure Brival, des dénis de grossesse chez des toutes jeunes filles, 15 ans, 16 ans. C'est courant, vous qui, justement, vous occupez souvent de jeunes filles? Le déni de grossesse en soi, c'est pas très courant. Hein. C'est un phénomène que nous connaissons tous en tant que professionnels. C'est pas si courant que ça que des femmes aient ce blanc psychique total à ne pas réaliser. Et je crois aussi que ce déni de grossesse est souvent galvaudé dans son expression, où on confond tout. Et les deux histoires que j'ai entendues ne sont pas tout à fait identiques. Là, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur une histoire de déni, c'est-à-dire qu'il y a un blanc psychique, c'est un trou noir. On n'imagine pas, et la photo en atteste, alors que l'histoire de Bénédicte est plus sur « je sais, mais je ne veux pas savoir, je sais, mais c'est impossible, c'est pas possible ». Parce que je ne vois pas d'issue, je ne vois pas comment je peux assumer. Et je continue ma vie comme si j'étais pas enceinte, et puis de temps en temps,
ça revient en boomerang, on l'efface, ça fait des allers-retours comme ça. C'est deux sortes de déni, en fait. Voilà, c'est une façon d'essayer de faire disparaître cette grossesse comme par enchantement. C'est-à-dire, elle est venue, je ne sais pas comment, je ne veux pas le savoir, mais elle peut, par la force de ma pensée, si je l'oublie, elle va disparaître. Je voudrais qu'elle n'existe pas. Je ne voudrais, voilà. Alors que Léa, rien. C'est-à-dire, Léa, c'est le blanc. C'est-à-dire oui, que... même moi, jamais j'aurais pensé, imaginé. Je veux dire, en plus, c'était pas dans l'été, donc ça aurait dû se voir. Je veux dire, j'étais tout le temps en maillot. Jamais je me suis dit une seule seconde, bon, mais peut-être que je suis enceinte ou quoi. Même quand ma mère m'a dit, on va faire une prise de sang pour voir si tu es enceinte ou pas. Je dis, pas de souci. De toute manière, je sais que j'ai rien à me reprocher, il n'y aura rien. Et le lendemain, en fait, j'apprends que je suis enceinte. Donc c'est vrai que... La réaction de votre maman? Mais je pense que c'est le choc et la panique, je dirais, en fait. Mais comme dans toute la famille, en fait. Bon, déjà, il y a le moment de l'annonce, c'est qu'il faut le dire à tout le monde. Après, c'est l'appréhension de savoir ce que vont penser les gens et tout. Mais en fait, au final, après, c'est de suite, en fait, en plus, quand on sait que c'est une grossesse, qu'on sait qu'on est déjà enceinte de 6 mois, on sait que dans 3 mois, il y a plus que 3 mois pour se préparer, réellement. Il y a un bébé qui va arriver. Donc, je pense que c'est aussi une prise de conscience, en fait, qui... Je pense qu'on met du temps quand même à réaliser tout ce qui va se passer. Autant pour moi, après, bon, je pense que pour ma mère, après, elle avait déjà eu des enfants, donc automatiquement, je pense que c'est plus facile à prendre le pas et à commencer à s'organiser, alors que c'est vrai que, on va dire qu'on est un peu débordé par les événements, parce qu'il faut préparer l'arrivée, il faut en même temps continuer ses études, parce que c'était aussi un de mes objectifs premiers. Vous étiez en première, donc il fallait préparer le bac de français? C'est ça, oui. Et vous l'avez quand même passé? Oui, en fait, donc j'ai repris en fait, les cours 1 mois après mon accouchement, en fait. De toute manière, du moment où c'est qu'on a appris en fait, que j'étais enceinte, c'était vraiment, il faut que tu continues tes études, en fait. Ça, c'est votre maman qui vous dit ça? Oui. Et vous aussi? Oui, après, c'est aussi, je pense, après, j'espère que mon fils, quand il sera plus grand, il aura aussi la même volonté que moi, que j'ai eu à continuer mes études tout en étant une maman. Après, certains diront que c'est pas bien parce que d'un côté, j'aurais dû m'en occuper. Après, c'est un mal pour un bien. Parce que si je fais mes études, c'est justement pour pouvoir lui assurer un avenir à lui. Donc après, c'est d'une certaine façon grâce à vous, en fait, au final, que... on va dire que c'est... Quand dites-vous à la génération des femmes d'avant? Oui, voilà. Leur combat, en fait, au final, ça nous sert à nous aujourd'hui, puisqu'on n'est pas obligé d'être mère au foyer, entre guillemets. Et voilà, maintenant, moi, j'espère plus tard, si je peux devenir avocate, sinon, je m'arrêterai après la licence. Vous êtes en 2e année de droit, oui. à Albi. Voilà. J'ai réussi à avoir mon bac et mon permis, et c'est vrai que je pense que j'aurais pu, moi aussi, être envoyée dans un foyer s'il n'y aurait pas eu toute ma famille derrière. L'importance de la famille, Véronique Seillier, derrière ces jeunes femmes enceintes qui doivent mener de front une grossesse et puis en même temps être indépendantes financièrement, intellectuellement, psychologiquement. Mais oui, et c'est vraiment important ce que vous dites, à savoir que vous aviez envie vraiment de continuer ces études, ce qui veut dire qu'il faut qu'on accompagne aussi ces adolescentes enceintes dans leur projet de vie et que l'objectif d'aujourd'hui, c'est vraiment de permettre à toute personne de pouvoir poursuivre son projet de vie, poursuivre ses études, et qu'un enfant qui arrive, voulu ou pas voulu, et là, dans votre cas, il n'était absolument pas voulu, peut être aussi un élément déclencheur pour effectivement poursuivre ces études, vous donner le punch, vous dire je veux y arriver, et je veux tout pour cet enfant. Je crois que c'est vraiment quelque chose d'important. Alors Léa est un beau contribuant, Bénédicte aussi. Léa, comment ça s'est passé quand vous avez annoncé ça au lycée? Donc vous étiez en première, enceinte, vous êtes arrivée avec votre ventre rond Non. En fait, quand j'étais au lycée, je pense que, je ne sais pas si Bénédicte l'a assumé ou pas, moi je l'ai pas assumé, clairement, après ça je l'avoue. Après, je veux dire, c'est vrai que j'avais extrêmement peur en fait, du regard des autres, donc déjà j'en ai parlé avec mon CPE, donc il m'a accompagnée, après j'ai eu conseiller d'éducation, c'est ceux qui orientent, qui sont un peu vos interlocuteurs au lycée. Oui, voilà, c'est ça. Après, j'ai une prof d'anglais en fait, qui m'a suivie. Et donc, en fait, on a pu mettre en place des emplois du temps aménagés pour que je puisse continuer en fait, mes études, donc ma première, ma terminale, et après, tout en étant là auprès de mon fils, quoi. Et c'est vrai qu'en fait, je pense que de toute manière, le point essentiel, c'est d'être bien sûr épaulé. Après, la famille, c'est, je pense, le plus important dans toute l'histoire. Mais c'est vrai qu'après, quand je l'ai appris, donc après, il a fallu que je le dise à ma classe. Donc, c'est pas moi qui l'a dit, c'est justement ce CPE-là qui leur a annoncé. Vous étiez là quand il l'a annoncé? Oui. Donc après, à côté de lui, face à la classe? Oui, voilà, oui. Ça doit pas être simple. C'était la pression. Après, je savais que
à un moment ou à un autre, ça allait se savoir, c'est obligé. Puis mon ventre commençait à s'arrondir et puis bon, après, les gens ont commencé à le savoir parce que bien sûr, on le dit à une personne qui le dit et qui le répète. Ça ne se garde jamais très voilà, longtemps. c'est ça. Donc après, tout le monde était au courant. Mais après, je pense que j'ai eu d'une certaine façon en fait, de la chance où c'est que bon, ben, les gens ont parlé, c'est normal. Je ne les ai pas forcément entendus. C'était voilà, surtout les regards en fait, qui ont été, je pense, le plus gênants dans la grossesse. En fait. Bénédicte nous disait que le papa n'était pas là, en tout cas, il n'était pas dans l'entourage proche. Le vôtre, le papa, il a été là? Il a été là après la grossesse, après l'accouchement. En fait. Après l'accouchement? Oui, pas pendant, mais après. Il a reconnu le bébé? 3 mois après, oui. Enfin, il avait quel âge quand vous êtes tombée enceinte? Lui, il était plus âgé le même âge que moi, non. Le même âge? On avait le même âge, oui. C'est pareil pour vous, Bénédicte? Il a reconnu l'enfant, Oui, le papa. il l'a reconnu. Oui. Donc il porte son nom, votre fils? Il porte mon nom. Mais il l'a reconnu aussi après l'accouchement. Parce qu'en fait, c'était un choix. Et en fait, j'avais décidé de ne pas lui dire avant que j'accouche. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, c'était déjà dur à gérer mentalement la venue d'un bébé en 3 mois. Et voilà, de se dire qu'il faut tout préparer. Se l'avouer à soi-même. Et donc déjà, tout ça, ça faisait beaucoup. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'accoucher et ensuite de lui dire. Et il l'a reconnu tout de suite. Voilà, aujourd'hui, ils sont très proches. Ils se voient régulièrement. Et, mais il n'y a plus d'histoire d'amour entre vous? Non, jamais. Ah, jamais? Non. Mais c'est le père de votre enfant. Donc à partir de là, il a un statut particulier? Oui, bien sûr, mais on évolue avec l'âge. Les choses changent et du coup, non, parce qu'on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde. Donc, non. Voilà. C'est la vie aussi. C'est la vie. Vous voyez, finalement, ce sentiment d'urgence, il ne reste plus que 3 mois pour assumer et aller jusqu'au bout. Ça, voilà, il y a une forme de stress quand même. Comment est-ce qu'on peut aider ces jeunes filles? Est-ce que vous avez souvent des histoires comme ça où le temps n'est pas le même que pour une grossesse adulte, où on se prépare finalement? Exactement. Souvent, non, par définition, puisque les adolescentes mineures enceintes, c'est quand même pas la majorité des plus de 800 000 naissances en France par an. Mais il y en a quand même plusieurs milliers. Bien sûr, à peu près 4 000, effectivement. Mais enfin, par rapport à 800 000, c'est peu. Effectivement, cette condensation du temps très court, il est à plusieurs niveaux. Il est au niveau de cette préparation entre la prise de conscience et l'urgence de l'accouchement qui arrive. Il est dans ce raccourcissement du temps entre la fille enfant et la mère en devenir dans un condensé invraisemblable. Il est pour les futurs grands-parents qui à 40 ans vont se retrouver grands-parents. Il faut aussi métaboliser tout cela. Tout ça me paraît extrêmement important. Et je voudrais revenir sur une remarque qui me semble importante de retenir, parce que ces 2 histoires sont fabuleuses, puisque vous aviez toutes les deux la famille autour de vous. Et ça, c'est fondamental. Mais il faut savoir que beaucoup de ces histoires de grossesse adolescente, ce sont des jeunes filles qui sont beaucoup moins, qui ont beaucoup moins de chances que vous d'avoir cet entourage. Et là, la société est interpellée dans son ensemble. Je me tourne vers vous et après vers Véronique Sayé, vers vous Denis, parce que dans votre livre, vous racontez bien votre obsession. C'était que votre fille soit indépendante psychologiquement, financièrement, qu'elle ne soit pas une assistée de ses parents. Exactement. Qui élèveraient leur petit enfant qui est arrivé un peu tôt, plutôt que prévu en tout cas. Ça, vous avez vraiment veillé à ça comment? C'est vrai que j'avais déjà vu dans la famille, etc., des enfants plus ou moins élevés par les grands-parents, pour diverses raisons. Et je crois qu'avec Bénédicte, on a été clair tout de suite. En fait, on n'a pas laissé traîner les choses sur 6 mois, 1 an. On lui a dit, tu seras la mère, donc on va prendre les moyens pour que tu la sois, et nous, on ne sera jamais des parents de substitution. Voilà. On n'a pas voulu. Et donc, à ce niveau-là, ce qu'on a voulu faire, par exemple, j'en parle aussi dans le livre, c'est, parce que vous parliez tout à l'heure de l'aide, etc. Donc, nous, on ne se sentait pas de tout assumer. Pendant la grossesse, hein, voilà, pendant les la 3 mois. Jusqu'à l'accouchement et post-accouchement, on va dire. Puisqu'on savait, bon, évidemment, le père de l'enfant n'était pas là. Et donc, ni ma femme ni moi, on se sentait d'être là le jour de l'accouchement. Je pense pas que c'est la place des parents. Et donc, on a trouvé nos moyens de l'accompagnante périnatale. D'accord. Donc ça, on peut demander. C'est quoi? C'est la sécurité sociale qui Non, c'est pas la sécurité sociale. À l'époque, c'était pas encore vraiment reconnu. Aujourd'hui, il y a un statut qui s'est mis en place par rapport à ça. Mais c'est
sont des jeunes, enfin des mères qui ont eu un enfant, qui ont suivi une formation. Et donc nous, c'était vraiment, comme on ne sentait pas d'aller à l'accouchement, etc. On s'est dit, pour pas qu'elle se retrouve toute seule ce jour-là, parce que vous en parliez un petit peu tout à l'heure, que vous accompagniez vous les jeunes femmes. À l'hôpital. Ça me paraît un point tellement important. Oh, je trouvais que c'était terrible. Elle partait comme ça, dans la nuit. Et dans l'inconnu, parce qu'on ne sait jamais ce qu'est un accouchement quand on n'a jamais accouché, forcément, ça fait peur. À mon avis, je pense qu'il n'y a rien de plus terrible de porter un enfant et d'accoucher dans une solitude complète. Enfin, je sais pas, je suis pas une femme, mais je pense que ça doit faire peur. En ayant cet âge-là, et puis encore une fois, moi je voudrais quand même rester sur une chose, c'est que malheureusement la majorité d'entre elles avait été violée. Alors, on voit aussi le contexte, si on peut dire. Bien sûr, un traumatisme supplémentaire. Et c'est quand même accablant de penser qu'en France, il y a seulement 40 ans, une femme ou une jeune fille, une enfant violée était contrainte à accoucher. Mais qu'est-ce que ça veut dire C'était il y a 40 ans, fort heureusement. Il y a 40 ans, mais ce n'est que 40 ans quand même. Toutes les deux, est-ce que vous êtes senties... Alors, on parlait de cette solitude du moment de l'accouchement. Ça a été un moment de solitude pour vous? L'accouchement Non. Ma mère est avec moi. Ouais. C'est elle qui m'a accompagnée. Bon, après, il n'est pas de mon avis. Moi, après, c'est un moment, je pense, unique dans une vie, c'est certain. Ça a été joyeux, finalement? Ça s'est pas très bien passé, l'accouchement. Après, ça a été joyeux quand vous avez eu votre petit Mathis. C'est un moment, je pense, indescriptible, en fait, où c'est que je pense que c'est quand on l'a dans nos bras qu'on réalise vraiment, en fait, ce qui se passe et qu'on se dit, c'est bon, en fait, on est maman, qu'il va falloir après... tout assumer. Après, c'est vrai que c'est tellement de responsabilités. Après, le petit Mathis, là, derrière vous, c'était il n'y a pas si longtemps, là. Oui, non, là, c'était l'été dernier. L'été dernier, donc il avait 2 ans et demi. Oui, c'est ça, 2 ans et demi. Vous êtes sentie pleinement maman d'emblée? Oui. Enfin, après, c'est l'instinct maternel, je pense. Après, apparemment, il y en a qui ne l'ont pas. Je ne sais pas comment on fait pour ne pas l'avoir, parce que quand on le voit, je sais pas, c'est... En tout cas, c'est pas une question d'âge. Vous êtes en train de me dire, c'est pas une question d'âge. Ah oui, non, pas du tout. Après, je pense qu'on peut être maman à tout âge. Après, c'est sûr qu'il faut une certaine maturité, je pense, quand même, pour être mère, parce que... Est-ce qu'on le devient pas très vite, finalement, mature, quand on est enceinte à 15 ans? Non. Moi, j'ai le sentiment quand même qu'on focalise beaucoup sur ces grossesses très jeunes, parce que c'est vrai qu'elles dérangent, que c'est une forme de transgression, mais ce que vivent ces femmes, toutes les femmes peuvent le vivre au cours de leur grossesse. Bénédicte, vous avez eu peur de ne pas être à la hauteur? Non, en fait. Alors, je ne sais pas pourquoi, si c'était mon âge et que du coup, je stressais pas du tout. 16 ans, Voilà. Ou que c'était naturel. Non, j'étais pas stressée. Ça s'est très bien passé. Et la fin de ma grossesse s'est très bien passée. Mon accouchement, en fait, s'est fait avec donc, mon accompagnante à la naissance. Donc, on en parlait tout à l'heure. Et du coup, en fait, elle et moi, on a créé un lien quand même spécial. Et donc, j'ai voulu qu'elle soit là pour l'accouchement. Donc, elle a été là pour l'accouchement. Ça vous a aidé? Oui. Oui, ça s'est très, très bien passé. Vous la revoyez toujours, 12 ans après? Oui, je l'ai revue, C'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans ma vie, qui m'a beaucoup aidée. Et je suis très contente de l'avoir connue. Et voilà. Et vous êtes aujourd'hui, votre fils a 12 ans. Il a conscience que vous l'avez eu très jeune? Oui, il est conscient. Il pose des questions? Oui, il en est fier. Il est fier de quoi? Que ta maman l'ait eu très jeune? Oui. Parce qu'il a une maman très jeune? Oui. Non, mais en fait, comment dire? C'est pas qu'il le revendique, mais il a aucune gêne à dire ma maman, elle m'a eu à 15 ans, elle m'a eu jeune. Quand des copains lui disent « Ah, c'est ta maman, c'est ta mère ?» il dit « Oui, mais elle est super jeune. Je croyais que c'était ta sœur, je croyais que c'était ta nounou. Non, en fait, pas du tout. » Et ça le met... Enfin, il est pas mal à l'aise. Et en fait, il est pas mal à l'aise avec ça parce que moi, à la base, je ne le suis pas avec moi non plus. Donc, du coup, il ressent pas de malaise. Vous êtes bien dans le basket, donc forcément, votre fils le ressent aussi. Aujourd'hui. Est-ce que vous lui parlez déjà sexualité? 12 ans, un petit garçon, il peut poser des questions. Non, pas encore. Pas encore? Pas encore. Non. Est-ce que votre histoire va influer sur votre façon, peut-être, de l'ouvrir à la sexualité, à la question de l'amour? Je ne pense pas, parce qu'après, chaque chemin est différent. Mais sûrement au niveau de tout ce qui est contraception, du coup, du côté de la fille, bien sûr, oui, je lui en parlerai.
Et comme voilà, je suis une maman célibataire, on va dire, et que j'élève un garçon toute seule, je fais bien attention à lui dire qu'il faut respecter les femmes, que voilà, c'est important de respecter les femmes, qu'il faut en prendre soin, tout ça. Il ne faut pas faire n'importe quoi. On va en parler de l'importance de l'éducation sexuelle. C'est aussi une émission où vous voulez parler d'éducation sexuelle et savoir ce qu'on doit dire comme parent ou aussi comme enseignant, comme professionnel. On va regarder un petit clip de l'INPS et l'Institut national de la prévention et d'éducation pour la santé. Alors vous allez voir, ça inverse un peu les rôles, mais c'est pour aussi combattre les clichés. On regarde. Voilà, je crois que je suis enceinte. Tu crois que t'es enceinte? Ouais. T'as fait un test? Ah. Et? C'est positif. Putain, t'es pas sérieux. C'est chaud, je sais pas ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire? On va faire. C'est qui on? T'es la seule fille avec qui j'ai couché. Attends. Tu prends la pilule? Ouais. Alors? Là, j'ai dû l'oublier. Mais t'es teubé, c'est pas vrai. Mais tu crois que la pilule, c'est un jour sur deux? C'est tous les jours, la pilule. Putain, je sais pas, ça aurait pu arriver à n'importe qui. Non, ça peut pas m'arriver, moi. Si je devais la prendre, je le dirais pas. Bénédicte, Léa, je vous ai vu réagir, sourire, vous parler. Vous, la pilule, vous l'avez oubliée à un moment donné. Oui, voilà. Oui, mais c'est vrai qu'on se dit exactement la même chose, en fait. On dit, mais jamais, enfin, on l'oublie, mais on se dit pas qu'on... Ça peut nous arriver, Ouais, voilà. On n'y passe pas, je pense, même pas une seule seconde. Quoi. On l'oublie, bon, mais c'est pas grave, on l'apprendra demain, et puis... Ça peut pas nous arriver, voilà, c'est ça? C'est ça. Oui, C'est vrai? Ouais. Oui, puisque, bon, après, elle s'en est rendue compte, mais moi, je l'ai oublié, et jamais je me suis dit, bon, mais peut-être que je suis enceinte, en fait. Cette parole-là, vous l'entendez souvent au planning familial, Véronique Seillet? Oui, il y a plusieurs choses de ce type-là où au premier rapport, on ne peut jamais être enceinte aussi. C'est des choses qu'on entend régulièrement. Et c'est pour ça qu'il est vraiment essentiel de pouvoir faire cette éducation à la sexualité. Et j'ai envie de dire, dès le plus jeune âge, hein, on voit là cette inversion des rôles. Mais c'est vrai que la contraception, nous on le dit, ce n'est pas qu'une affaire de filles. Ça concerne autant les filles que les garçons. Et on voit bien que c'est vraiment dans les pays où cette information et cette éducation à la sexualité est le plus développée, qu'il y a le plus de contraception dans le pays, qu'il y a aussi le plus de garçons. C'est quoi, c'est les pays nordiques où il y a le plus de... Oui, les pays nordiques, hein, notamment. Hein. Et c'est vrai que, par exemple, nous, les grossesses adolescentes, on en parle beaucoup en France, mais c'est 4 000 sur, effectivement, 800 000. Hein, donc, c'est pas un phénomène extraordinaire. C'est un phénomène qui dérange, ça, c'est certain. Donc, je crois que c'est vraiment essentiel de dire que cette éducation à la sexualité doit être intégrée dans toute l'éducation dès le plus jeune âge, parce que l'éducation à la sexualité, c'est pas simplement informer sur la contraception, mais c'est, comme vous le disiez, pouvoir parler des rapports entre les filles et les garçons, c'est pouvoir parler aussi de ses émotions, dire ce avec quoi on est d'accord et ce avec quoi on n'est pas d'accord. Et ça se fait pas simplement en 1 ou 2 séances. C'est vrai que la loi aujourd'hui dit que normalement, on doit avoir de l'école primaire jusqu'à la terminale 3 séances d'éducation à la sexualité par an et par classe d'âge. Ça, c'est une loi qui date de 2001, ça, c'est la loi de 2001. Voilà, qui est valable pour tous les jeunes dans tous les établissements scolaires, mais qui est aussi valable pour les structures qui accueillent des jeunes handicapés. Et c'est la réalité, effectivement, nos enfants, chaque année, ils ont 3 séances d'éducation sexuelle? Pas toujours, et c'est vraiment bien en deçà de ça. Bien souvent, on a 1 séance ou 2 tout au long de la scolarité. En général, c'est en 4e ou en 3e, quand on aborde les questions le plus souvent de reproduction. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que nous devons changer aujourd'hui. Donc de reproduction. Donc on a le côté un peu clinique, scientifique, mais pas connecté au sentiment. J'exagère un peu. C'est vrai qu'on a des séances d'éducation à la sexualité qui sont des vraies séances d'éducation à la sexualité, mais ce qui est important, c'est vraiment de partir des questions que se posent les jeunes à un moment de leur vie. Et cette sexualité, elle fait vraiment partie de leur vie. Et il faut reconnaître que cette sexualité, elle existe. Qu'on en ait envie ou qu'on n'en ait pas envie, ça fait partie de leur vie. Et ils ont vraiment besoin d'en parler, d'échanger,
de pouvoir aussi trouver les personnes ressources, hein, quand on dit effectivement c'est difficile d'en parler, qui sont les personnes avec qui je peux en parler au sein de l'établissement scolaire, mais aussi avec d'autres, hein, connaître au moins des lieux en dehors de l'établissement scolaire, parce que c'est pas forcément à l'école qu'on a envie d'en parler. Ça peut être ni forcément avec les parents d'ailleurs. Certainement, beaucoup quand on démarre sa vie sexuelle, c'est pas forcément à ses parents qu'on a envie d'en parler. Donc il faut trouver un adulte. Marie-Laure Brival, vous vous en suivez beaucoup des adolescents, vous rencontrez beaucoup de jeunes filles. Aujourd'hui, qu'est-ce qui pêche dans l'éducation sexuelle en France ? Ce que vient de dire Véronique Seillet, c'est ce qui pêche, c'est-à-dire que la loi n'est pas appliquée, qu'on a beaucoup de mal à rentrer dans l'école et à s'immiscer entre les cours de maths, d'histoire. Parce que vous faites de la prévention dans les établissements scolaires. Bien sûr. Et vous avez l'impression qu'on a du mal à vous solliciter ou qu'on veut vous solliciter mais on ne trouve jamais le temps ou la place ou... Souvent, on ne nous sollicite pas, c'est nous qui forçons un petit peu la porte et quand on a forcé la porte... Nous, c'est qui, nous ? Eh bien, les personnels des centres de planification. Il y a le planning familial, mais il y a aussi de nombreux autres centres de planification où travaillent des psychologues, des gynécologues, des sages-femmes et autres personnels. Et donc, c'est notre mission en tant que centre de planification d'aller dans ces collèges pour l'éducation à la sexualité dans toutes ses dimensions. Je crois que, en dépit de la contraception, en dépit de l'éducation à la sexualité, il faut, comme le disait Véronique Seillet, reconnaître la sexualité des adolescents, ça c'est une chose, mais la question c'est quand cette sexualité devient féconde, c'est là que ça pose problème. Donc on reconnaît la sexualité, mais on ne reconnaît pas les conséquences possibles d'une sexualité. C'est là où... Donc il y a une forme d'hypocrisie. Mais complètement. Parce qu'il n'y a pas que des grossesses non désirées chez l'adolescent, il y a de véritables adolescents de 16 ans, 17 ans, qui sont en couple et qui ont un véritable désir. Projet de vie et désir d'enfant. Et vous parliez tout à l'heure de maturité et de différence de maturité. Oui, il y a des jeunes qui sont suffisamment matures pour se sentir prêts à être... parents, bien sûr. Et ça aussi, il faut que la société ouvre l'esprit, les yeux pour reconnaître que ça peut exister. Il y a sans doute beaucoup de parents qui nous écoutent. Comment on parle d'éducation sexuelle ? À quel moment on parle d'ailleurs de sexualité, d'amour, de sentiments à ces enfants ? Comment on en parle ? Au niveau de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a justement édicté des normes en fait d'éducation à la sexualité pour démarrer dès le plus jeune âge pour aider les parents et accompagner avec l'idée de dire effectivement, dès qu'on est tout petit, on a déjà conscience de sa sexualité. C'est comment est-ce qu'on accompagne ça ou comment est-ce qu'au contraire, on nie cette sexualité qu'on ne veut pas voir. Et ça, je pense que c'est vraiment important aujourd'hui d'accompagner tout ça et de considérer que ça fait partie de la vie, que ça aide au développement de chaque personne, de chaque enfant, de chaque adulte. Et ça fait vraiment partie des choses que nous devons accompagner, et c'est notre responsabilité collective en tant qu'adulte, en tant que société, en tant qu'école, en tant qu'association de jeunesse, de considérer que ça fait partie de la vie, de permettre à toutes les personnes de pouvoir être en capacité de choisir, d'être informées comme il le faut, et puis d'avoir aussi des lieux où on peut poser ces questions, toutes les questions. Voilà, toutes les questions. Partir des questions aussi qu'ils se posent, ça je pense que c'est vraiment important. Alors, on va terminer par une dernière question à vous tous. Denis, de votre expérience, qu'est-ce que vous en dégagez qui pourrait être positif pour d'autres ? Je pense qu'en tant que parent, en fait, on a une grande responsabilité, à mon avis, surtout par rapport à l'annonce je parle d'une grossesse d'une adolescente. Une grosse responsabilité d'engager la nouvelle mère et l'enfant à venir sur un chemin plus ou moins heureux. Ça peut se faire en quelques secondes. C'est-à-dire, vous prenez mal la chose, ça peut... vriller. Oui, et puis je veux dire, vous allez engager sur un conflit interfamilial, etc., etc. Donc je trouve que c'est un mauvais démarrage dans la vie. Je trouve que le démarrage dans la vie, c'est extrêmement important. Et donc, voilà, moi je dirais, c'est vrai que ça secoue un peu les parents quand même. Faut pas croire que c'est facile, même quand c'est heureux. Mais ça, je pense que le jeu envoie la chandelle et que vous aidez à la fondation d'une nouvelle famille. Et ça rend heureux. Voilà, je pense que, du moins, c'est ce qui nous rend heureux. Ouais. Mais Bénédicte, j'imagine,
Quelle déclaration d'amour et d'optimisme, et voilà. Mais je suis très émue qu'il ait fait un livre sur ça, ça me touche beaucoup. Et c'est quelque chose qui restera, en fait, on va dire, dans les archives de la famille. Je suis très contente. Parce que pour... Mère adolescente, confidence d'un père à propos de sa fille. Voilà, moi je suis très heureuse de... Parce que c'est une belle déclaration d'amour aussi pour vous. Léa, qu'est-ce que vous retenez, ou si d'autres jeunes filles comme vous vivent votre expérience? Moi, je les encouragerais à continuer les études. Bon, après, s'il y a la famille qui suit derrière et si elles sont poussées, il ne faut pas s'arrêter. Bon, après, je n'incite pas à tomber enceinte jeune parce que je sais à quel point aussi c'est compliqué. Il n'y a pas que des bons moments, quoi. C'est aussi compliqué, c'est fatigant, la vie. C'est fatigant parce qu'il faut poursuivre les études, deuxième année de droit. Ça se passe bien? Ça va, j'essaie de gérer. Après, j'espère que je réussirai. Et le droit. Voilà, oui, c'est ça. Et vous avez votre maman qui vous aide? Voilà, oui. Je pense que c'est le point essentiel. Voilà, c'est vraiment d'être aidé, en fait. Par la famille. Et puis vous avez aussi quelque part des aides. C'est en échange, je travaille bien à la fac et je continue à avoir mes aides. C'est ça, oui. C'est un échange de bons procédés, on va dire. Des aides de votre région Languedoc-Midi-Pyrénées. Véronique Seyé, ces jeunes filles, finalement, c'est changer le regard sur elles. C'est leur dire, elles sont libres et dont-les assumer. Voilà, aidons-les à assumer, arrêtons de les culpabiliser, arrêtons de jeter l'opprobre sur ces filles qui ont des enfants, qui décident d'avoir un enfant plus jeune, mais en même temps, donnons à tous les moyens, à toutes et à tous les moyens de pouvoir faire ses choix, de vie. Et ça, c'est vraiment important et c'est notre responsabilité, là, pour le coup, collectivement, de donner toutes les informations nécessaires, puis d'accompagner, en sachant qu'effectivement, aujourd'hui, on sait que beaucoup de jeunes femmes qui se retrouvent enceintes sans l'avoir voulu choisissent le plus souvent aujourd'hui de ne pas poursuivre cette grossesse. Mais c'est un choix. Sur 18 000, il y en a seulement 4 500 ou 4 000 qui choisissent d'aller jusqu'au bout, c'est ça. Marie-Laure Brival. Ce sont ces chiffres. Le regard, le mot pour conclure, c'est qu'effectivement, je crois qu'il faut changer le regard, admettre la sexualité des jeunes et les conséquences possibles. Et surtout, je crois que garder à l'esprit que c'est vraiment fondamentalement une question de choix. Le choix d'interrompre une grossesse parce qu'on l'estime comme ça, et le choix de poursuivre cette grossesse, c'est la nécessité, le devoir de chacun d'entre nous, à commencer par la famille et puis la société tout entière, d'accompagner ces jeunes filles qui font le choix de mener à terme cette grossesse. C'est la seule façon qu'elles ont de pouvoir s'en sortir. Claude Séfi-Duplessis, vous en aviez fait dans les années 70 un documentaire, Les enfants du gouvernement, donc signé par vous, Claude Lefebvre-Jourde. Qui est diffusé par le Centre Simone de Beauvoir. Mais bon, encore une fois, c'est un cas spécifique. Il ne faut pas non plus terminer par quelque chose de pessimiste. Non, parce que mais c'est pour montrer le chemin vous avez montré parcouru. Quand même, voilà, le chemin parcouru. C'est ce qu'on retiendra, le chemin parcouru, mais voilà. qu'il reste encore quelques petits combats à mener. Merci à vous 5, mesdames, toutes générations confondues. Merci beaucoup, Léa et Bénédicte, d'être venues sur le plateau, parce que, voilà, sans votre témoignage, on n'aurait pas pu comprendre aujourd'hui ce que ça voulait dire. Et aujourd'hui, vous avez pris votre vie en main avec vos deux enfants. Plein de bonheur à vous. Merci beaucoup, Denis, d'avoir témoigné votre livre « Mère adolescente, confidence d'un père » à propos de sa fille. Merci à vous tous. Vous pouvez revoir, bien sûr, sur notre site internet cette émission, Notre Fiction, avec Sandrine Bonner dans le rôle principal. Excellente soirée à vous sur France 3. Bonsoir.